Euh, Hazel Verlaine. Bon. Euh, je remercie le HCA de m'avoir donné cette opportunité d'exposer enfin de participer d'abord à ce débat, puisqu'en fait il s'agit d'un un débat passionnant, débat sur ce qui euh, nous concerne tous, euh, en fait le domaine de l'architecture. Euh, je suis architecte, diplômé à l'école d'architecture d'Alger, EPO, et aussi garden designer, un paysagiste formé en Angleterre. Et en dessous de ça, je préfère me donner le qualificatif d'un curieux en patrimoine. C'est pas mon domaine de prédilection, mais il y a un attachement, une attirance qui m'attire vers cela. En fait, ma foi, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, avant d'être designer ou d'être simple architecte, je pense que dans mon cas, d'aller chercher un petit peu de ce qui m'appartient le plus, c'est-à-dire le patrimoine. Je préfère d'ailleurs parler d'héritage. Alors, là, j'enseigne à l'école d'architecture enfin, au département d'architecture d'Alger. Je prends en charge cette option de patrimoine. En fait, c'est une passion qui se voit malheureusement de plus en plus désertée. Euh, la question se pose pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de comprendre depuis le début de ces communications. Euh, et aussi par rapport justement à cet enseignement d'architecture qui va malheureusement dans un sens qui configure un petit peu le mauvais sens et je peux la qualifier ainsi et j'assume cette position. Donc là, je vais essayer, je dis bien essayer d'aborder un volet qui nous appartient beaucoup. Enfin, apparemment, c'est d'où nous venons. Euh, je spécifie la Kabylie parce que c'est un territoire, c'est une zone qui se caractérise par un type d'architecture très particulier qu'on ne trouve pas ailleurs et qui malheureusement, ce qui m'a poussé à aller un petit peu dans ce sens, c'est que à chaque fois, d'après les lectures qu'on a faites, d'après les lectures faites et d'après tous les écrits qu'on a pu survoler, c'est que sciemment ou par je dirais, par la méconnaissance des choses, on essaye à tout prix d'attribuer ça à quelque chose, à quelque part. Donc, Anoto et le Tourneau nous parle d'une typologie gréco-romaine, sinon antécédente à cela. Or, notre curiosité, enfin ma curiosité me pousse à aller un petit peu dans le sens et j'assume ce fardeau, dire que ça, c'est nous. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas nous être parvenu d'ailleurs. Et malheureusement, cette architecture actuellement, qu'on n'osait pas l'appeler architecture kabyle, on l'associe à une région, donc on disait l'architecture de la Kabylie. Encore une fois, je prends cette responsabilité de l'appeler ainsi. Et les gens et les chercheurs qui ont d'autres définitions ou d'autres positions qui se manifestent, n'est-ce pas, nous sommes dans un échange, dans un débat. Et au fait, participer à ce débat, on disait que quoi faire à la participer au débat n'est pas forcément être dans le vrai. Néanmoins, partager des positions et être d'accord avec certaines et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'affiche au fait, et être contre d'autres. Donc, cette architecture s'avère aujourd'hui, qui était à un certain moment, ce qui est affiché sur l'image, un certain nombre, un certain savoir-faire avéré,
Je ne vais pas rentrer dans l'académie de la chose pour vous dire comment se faisait. Je pense que tout le monde connaît un petit peu la maison Kabyle, mais on va faire un petit peu un bref. Mais malheureusement, cette situation vit un cauchemar. Donc, c'est un cauchemar éternel. Quand je parle de cet effacement que j'ai cité tout à l'heure, c'est que maintenant, elle disparaît. Elle est en voie de disparition comme tout ce qui a été dit avant concerne tous les anciens sites patrimoniaux qui nous appartiennent. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, Algériens, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça non plus. Et certainement pas cela. C'est en fait, j'interpelle tout le monde, c'est qu'on est perdu quelque part. On se retrouve perdu quelque part. Comme disait le monsieur tout à l'heure, déjà au niveau de l'organisation du métier, nous sommes un petit peu, chacun tire dans un sens. Alors le résultat, le voilà. Ça, c'est le résultat de la responsabilité de tout le monde. D'abord, nous, en tant qu'architectes, ce que l'école produit, ce que les instituts d'architecture produisent, etc. Pour cela, il y a l'adage africain qui nous interpelle, c'est que lorsqu'on ne sait pas où on va, certainement, on doit chercher d'où on vient. Chercher d'où on vient, moi je viens de ça. Pour cette région, je spécifie et je précise. Je parle d'une région et ça s'applique pour tous. Toutes les régions, tout le patrimoine qui est en train de vivre ce péril. On vient de ça. Ça, hier, on avait abordé une petite discussion. Ça englobe tout le savoir-faire que nous devrions avoir aujourd'hui. Vous savez, pour produire ça, il y a des corps de métier spécialisés. Celui qui, on parlait du permis de construire, etc. Là, il y avait pas de maire. Il y avait un permis de construire qui était délivré. C'est Tejmet, en tant que corps de gestion, de contrôle, etc., qui ont donné ça. C'est-à-dire, il y a déjà un code, tout est codé, tout est prédit. C'est-à-dire, en termes on va voir des images tout à l'heure, plutôt l'image qu'on a vue au début, où toutes les maisons étaient ordonnancées, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose derrière ça. Il y avait un code qui gérait cela. L'histoire de l'ouverture qui n'ouvrait pas sur le voisin, etc., c'était géré. Tout ça était géré. Encore plus, il y avait des corps de métiers spécialisés. On parle du vernaculaire, des gens qui faisaient leur architecture eux-mêmes. Il y avait des maîtres maçons. C'est pas n'importe qui construit. Le maître maçon, c'est lui qui traçait l'édifice, qui le trace au sol. Et puis, il y a toutes les mains d'œuvre qui surgissent. Ça se faisait par tuisa, c'est au courant. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui met sa main. Mais il y avait un ordre, il y avait un maître il y avait un architecte, qui est le ma'allem. On l'appelait un ma'allem, de toute façon. C'est le constructeur. Ça s'arrêtait à un certain niveau. Et puis, figurez-vous, c'est organisé de telle sorte que l'intérieur de la maison, c'est pas l'architecte qui le prend en charge, c'est le designer. Le designer, c'était qui? C'est les femmes, par excellence. C'est elles qui maîtrisaient tout l'intérieur, c'est le domaine de la femme. C'est elle qui crépissait, c'est elle qui construisait les éléments d'intérieur, c'est elle qui décorait, etc. Donc, c'était un savoir-faire très, très, très maîtrisé. Alors, si on a hérité quelque chose comme ça, c'est une trace qui est là. Donc, on s'est donné cette, peut-être, curiosité d'aller un petit peu fouiller sur cette trace, de la suivre, de voir d'où ça vient, puisque c'est gréco-romain. Je peux pas, j'ai lu, ça n'a rien de grec, ça n'a rien de romain, ça n'a rien d'antérieur, ce type de maison tripartite, pour l'expliquer un petit peu brièvement, c'est un espace où vivait l'homme avec son animal, avec toute la hiérarchisation de la qualité de l'espace d'une manière incroyable. On va de l'espace du malade jusqu'à l'espace, comme on le définit, l'espace protocolaire de la mariée à l'intérieur, l'espace de l'animal, l'espace mouillé, l'espace sacré, l'espace profane, l'espace chaud, l'espace froid. Il y a toute cette complexité. Nous, architectes,
mettons en tête que tout cela se passait dans un espace d'une chambre, je dirais, de 7 mètres à peu près par 3 mètres, qui est à peu près la moyenne de la maison en Kabylie. Vous voyez, toute cette complexité avec toute la hiérarchie, tous les respects, etc. N'est-ce pas un savoir-faire quand même maîtrisé? Alors, avec le gréco-romain, le Hajj, quand on sait que ça existe chez nous, ça date de 3000 ans de notre ère, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça appartient à la période néolithique. La majorité de nous ne le savent pas, c'est dommage parce que l'information n'est pas donnée. Or, c'est des monuments très rares au monde. Ça, c'est pas des dolmens. Ça, c'est des allées couvertes. Au niveau de tout le bassin méditerranéen, la rive gauche, ça n'existe que dans un petit village de Kabylie. C'est entre Azfoun et Tixirt, sur la Kabylie maritime. Et aussi, dans un autre village du côté de Bjaya, c'est Ibaris. Exactement, merci. Ça, c'est pour les décrire rapidement, c'est des monuments funéraires. En fait, c'est une nécropole au niveau de ce petit village qui s'avère être le mien, d'où viennent mes parents. Village Aitalhuna pour les gens qui ne le connaissent pas. Et vous n'allez qu'à taper pour vous donner les allées couvertes d'Aitalhuna. Alors, ils sont en nombre d'une quinzaine. C'est des monuments comme vous les voyez. Là, à côté, pour vous donner un petit peu la notion de l'échelle. Donc, c'est des allées, 2 murs verticaux qui sont dressés de part et d'autre, d'une longueur qui atteignent jusqu'à une vingtaine de mètres et surmontés de dalles en pierre comme ça. Ce qui est intéressant là pour nous architectes, pour les archéologues, c'est des nécropoles. Enfin, la ville, ça représente des gens qui vivaient dans la région. Mais pour nous, donc, n'est-ce pas, une maîtrise de cette construction de murs verticaux, c'est-à-dire poser des pierres comme ça, l'une sur l'autre, et les couvrir avec des dalles, que le point d'interrogation se pose jusqu'à maintenant. Comment on peut poser des dalles aussi importantes, aussi lourdes sur une structure pareille? Alors ça, je disais, ça n'existait que chez nous. En un seul endroit, enfin pratiquement 2 endroits. Et par hasard, chez nous, on les appelle les allées couvertes. Chez nous, Echameneromiennes, ça veut dire les maisons c'est pas romain, hein, c'est des gens des envahisseurs en quelque sorte. Et au niveau des Berissens, ce qui est très intéressant, on les appelle les maisons des orgues. C'est-à-dire les maisons des orgues. Et puis, bon, ça, tout le monde peut le faire. On survole un petit peu le net. Eh ben, c'est même une structure, pratiquement, existe au niveau de la rive nord de la Méditerranée. C'est-à-dire, au niveau des îles Baléares déjà, et au niveau de la Sardaigne. Comment on les appelle là-bas? Par hasard, c'est les dômes des géants. Donc, pour les géants, il n'y a pas une grande, en plus, il y a cette triangulation, qui se dessine nettement. Je vais arrêter là. Parce que là, sinon, là, c'est un domaine de curiosité d'aller fouiner un petit peu dans tout ça. Quand on dit qu'on vient de quelque part, là, on vient de chez nous. Je laisse ça, c'est sujet d'une peut-être communication plus appropriée si le temps nous est donné. Donc, en fait, d'où vient donc ce type d'architecture de la Kabylie? D'où est-ce qu'il vient? On n'a pas voyagé, il est authentique. C'est blanc, je ne sais pas d'où il vient. Mais par contre, ça c'est aussi chez nous. Ça c'est au niveau des Aurès. Au niveau des Aurès, pour dire que, c'est-à-dire, on peut déjà situer cette typologie à partir d'un certain moment où on construisait les murs verticaux et puis on dallait avec un plan horizontal. La Kabylie, à un certain moment, c'était comme ça. D'ailleurs, il y a des régions où peut-être il y a une vingtaine d'années, les dernières maisons à toit horizontal existaient, plus aujourd'hui.
Et ça, c'est ce qui est commun. Ce qu'on trouve communément, en fait, c'est la Pal'anat Abbas, qui est un des villages qui est plus ou moins euh, préservé. Et là, c'est le village d'Etarguna avec donc la typologie qu'on reconnaît jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, on parlait de Harat, je ne sais pas où, en Syrie, etc. Mais le Hara, c'est ici. Ça est écrit ici, c'est un nom kabyle. Hara, c'est pas de l'arabe, c'est kabyle. Et si je vais suivre un petit peu le chemin de mon ami Jabal Lasseb qui se permet des fantaisies, il relie ça avec un petit peu la civilisation égyptienne. Le roi, le dieu d'Égypte, c'est Ra. Hein? Et le Hara, c'est un espace qui est ouvert, qui n'est pas couvert. Donc, c'est une cour. Donc, en kabyle, c'est le Hara, un le Hara, là pour marcher, Ra, l'ouvre, là pour le soleil, à pallier cet espace. Ça, c'est pour un petit peu rigoler, c'est pas vraiment, mais il y a une part de vérité parce que c'est pas de l'arabe. Donc, le Hara, c'est le Hara, d'ailleurs, même en termes de définition, c'est ce qui est chez nous. Donc, bien sûr, donc ces espaces vivent cette histoire d'abandon. Je ne sais pas qui avait parlé de ça avant, c'est que ce patrimoine il se voit un petit peu abandonné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Ça, c'est une autre question. On verra si on a touché au sujet plus tard. Donc, on a vu le premier cauchemar que j'ai appelé donc l'abandon. C'est des villages qui sont abandonnés à eux-mêmes et ça donne un petit peu ça. Ça, c'est au niveau des Roufi. Ou bien, ça, c'est image qui revient à chaque fois au niveau de la Kabylie, que ce soit la Haute-Kabylie, la Kabylie maritime ou ailleurs, et même dans d'autres régions. Donc, si ce n'est pas l'abandon, il y a un autre phénomène, c'est l'effacement. Et là, c'est encore, je dirais, plus dangereux parce que c'est un petit peu ça. Quand on a une échelle qui est un petit peu respectée, etc., et on vient avec un monument écrasant et dominant comme ça ne fera que faire disparaître le peu qui restait. Ou sinon, encore ça. Ça, c'est Étienne. Là, c'est un exemple très, très intéressant où parce que spécifiquement à Étienne, les gens ne se sont pas pratiquement déplacés. Ils sont restés sérieux parce qu'il y a le métier de l'orfèvrerie, etc., qui est bien ancré. Donc, les gens restent pour développer ça. Mais l'architecture a disparu parce que, vu la non-disponibilité foncière, les gens étaient obligés de raser pour reconstruire. D'accord? C'est pas le cas dans beaucoup d'autres villages parce que même maintenant le problème de sécurité ne se pose pas. Donc, on abandonne l'ancien établissement et on va vers les commodités, vers le plat, etc. Et ce qui était intéressant ici, c'est que le tracé quand même est resté parce qu'il y a la propriété foncière qui ne peut pas changer. On peut monter en hauteur, mais on peut pas juguler les parcelles, etc. Et ça donne cette image qui ne traduit que cet effacement. Notre cher André Ravero qui nous parle du MZAB comme étant le centre d'architecture, eh ben, que peut-on dire moi j'ose le dire, de la Kabylie comme étant encore une, sinon d'autres, le centre d'architecture. Et bien sûr, vous allez certainement me comprendre. Comme je parle de Kabylie, bon, c'est sujet d'aujourd'hui, mais tout le patrimoine international, vous savez, d'ailleurs, je me qualifie d'abord moi-même, et puis, bien sûr, je vais prendre avec moi certains, que nous sommes un petit peu des criminels de la situation. Parce que quand on laisse des choses comme ça le passer entre les mains, ça, c'est intolérable. Intolérable. On va revenir tout à l'heure pour voir qu'est-ce que cela engendre comme... hier, il y avait le gars de Architecte qui a exposé le savoir-faire hein, qui est en train de s'apprendre même aujourd'hui concernant le Sud. Eh bien, figurez-vous, en Kabylie, tous les métiers pratiquement sont partis. Ils sont pratiquement partis. Le faire gâchis, c'est-à-dire les gens qui décoraient l'intérieur des maisons, pratiquement n'existent plus aujourd'hui. Peut-être les dernières dans mon village, il y a actuellement une seule femme qui fait cela. J'ai dû intervenir pour un petit projet dans un petit village aussi en Kabylie. Oui, on n'a pas
On n'a pas un bûcheron. Les bûcherons n'existent pas. Enfin, plein de petits métiers comme ça qui partent avec ça. Donc, encore et encore et encore, on se prend cette responsabilité de la nommer architecture Kaby par rapport à tout ce savoir-faire, comme je disais. Et ma foi, quand je parlais de design, des femmes qui maîtrisaient l'aménagement intérieur, quand on voit ça, nous sommes dans un design raffiné, dans une leçon de design raffiné, surtout sachant que nous sommes en train de revenir un petit peu vers les matériaux, je dirais, de béton ciré et Titlect, etc., pour décorer nos maisons contemporaines d'aujourd'hui. Donc là, ça se faisait d'une manière extraordinaire. Sans parler maintenant, puisque le temps, je sais qu'il nous est pas permis. Donc, alors, je reprends Hamid Godfrey. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une trace qui est en fait jolie carrément. La trace et la mémoire inscrite au sol. C'est aussi la cicatrice parce que ça fait mal quelque part. Donc c'est un chemin à suivre pour trouver quelqu'un, trouver quelque chose. Dans notre cas, nous sommes en quête de nous retrouver nous-mêmes, trouver nos ancêtres. Vous allez me dire tout ça et alors ça, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question qu'on pose, que je pose à mes étudiants. Oui, on a ça et alors? On va restaurer et alors? Retenons ça. Alors, là, donc c'est une tentative. Là, on nous a sollicité pour un petit projet dans un petit village, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu, pour un projet, je ne sais pas si c'est, en fait, c'est une petite mosquée, réaliser une petite mosquée pour la petite population, adoptée par le village et faite par les villageois. Donc là, on s'est dit, tiens, ça c'est vraiment un bon exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a cette réflexion de préserver, de conserver, etc. Mais en tant qu'écriture architecturale, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça a produit un petit peu ça. Donc, c'est une toute petite mosquée d'une dizaine de mètres carrés. Et puis, donc, c'est un espace ouvert à l'intérieur. On a essayé de reprendre un petit peu les éléments, enfin, les concepts surtout de cette architecture kabyle. Une petite anecdote, c'est qu'au niveau de la réalisation de ça, on devait réaliser cet élément central qui supporte pas une coupole, en fait, mais c'est juste une forme pyramidale. Et là, j'ai discuté avec mon ami tout à l'heure, c'est que même étant petit le projet, on s'est dit, tiens, c'est une occasion d'essayer de faire quelque chose, de nous interpeller nous-mêmes, c'est-à-dire, alors, croyez-moi, c'est un projet de recherche, hein. 10 mètres carrés, 100 mètres carrés au sol, c'est toute une recherche. Ça nous a emmené jusqu'à aller voir les gens du ministère des Affaires religieuses, etc. Et je ne sais pas, peut-être je le dis maintenant, c'est dommage, vraiment dommage. قالك oui, مليح هيدا مي درنا جو reprends درنا حاجة يقول بليك اركيتكتور اسلاميك ولا حاجة الأقواس ودرنا هذا الشيء. قول لي واش لازم نقول لك واش راح ندير تقول لي اسكو يجوز الشرع ولا ما يجوز. Premièrement, minaret, je vais pas mettre de minaret. Autre chose, c'est mon problème. المقصورة تاع الإمام qu'on voit ici, dans l'image suivante, c'est bon. C'est ça, on appelle le morceau, là. Voilà l'espace. Alors qu'il faut que ça soit fermé, parce que des fois, l'imam, il y a des gens qui viennent lui demander des situations un petit peu peut-être délicates. Mais écoutez, pourquoi se fermer? On peut se retirer. Moi, en tant qu'architecte, je qualifie l'espace différemment. Oui, il est en retrait, oui. Il peut parler discrètement, oui. Je suis pas obligé de le fermer. Vous voyez, c'est un petit peu dans ces détails-là. L'essentiel, ça a donné ce cas. Ça a donné, donc c'est une mosquée. Et voilà. On a la structure pour porter cette histoire de pyramide. Ensuite, on va la voir tout à l'heure. On n'a pas trouvé un ingénieur qui nous calcule la charpente. Pas qu'un ingénieur, parce que la Kabyle, on l'a fait quand même
dans les règles de l'art, avec les notes de calcul, etc. Charpente métallique, on n'a pas trouvé. En bois. Donc, hein, En bois. en bois, oui, en bois. Il n'y a pas. Donc, on s'est basé sur la réalisation d'une maquette. On a été au niveau du village. Est-ce qu'il y a un charpentier à lequel on a le four à je ne sais pas combien de kilomètres. Bien sûr, on savait qu'il n'allait pas encore vivre longtemps. Imaginez un vieux comme ça qui s'est ramené juste avec une petite hache. Je lui ai montré la maquette. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Quel problème? Il a réalisé ça. Quelques années après, il est décédé. Pour vous dire, c'est-à-dire ces petits métiers, là, si j'ai évoqué cet exemple, c'est que il y a des métiers qui partent. Il y a possibilité de les restaurer maintenant. Et quand on les a pas, on peut pas peut-être. Bon, je défile un petit peu rapidement pour voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne un petit peu? Voilà la pyramide qui repose sur. Donc, c'est une petite mosquée. En fait, le minaret, parce que ça nécessite pas un minaret déjà. C'est un petit village et la mosquée elle est toujours en amont. Déjà, le village il est déjà sur la colline. Donc pourquoi? Donc, c'est des petites choses comme ça. Et là, c'est une très grande réussite. Je me le permets. C'est des fleurs que je me jette à moi-même. Pourquoi? C'est pas pour l'œuvre architecture. Nous sommes architectes. On sait que c'est subjectif. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. C'est quoi la réussite dans un projet pareil? C'est un projet qui a été fait par les gens du village. C'est pas une entreprise. C'est les gens du village. Et je le qualifie de réussite parce que on a réintroduit, pardon, je ne peux pas me le permettre. On a réintroduit la notion de Twiza, qui avait disparu, ça fait longtemps. En plus, c'est un village qui était en discorde. Et croyez-moi, un projet pareil, ça a rassemblé le village. Donc, si je devais le qualifier, je ne peux que le qualifier de réussite. Dans l'aspect architectural, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça peut être autre chose, ça peut. Oui, donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on disait qu'il faut préserver, c'est pour préserver un petit peu toutes ces manières de faire, toutes ces habitudes, toute cette culture qui nous appartient et qui s'avère malheureusement aujourd'hui nous échapper entre les mains. Je citerai également une petite anecdote, c'est que ça a été inauguré, aussi petit soit-il le projet, a été inauguré par Ghulam Allah, à l'époque ministre des Affaires religieuses et des Devoirs, et qui avait lâché quand même un petit bout qui ne faisait que encourager. Alors c'est le type, le modèle de mosquée qu'on devait réinstaurer chez nous, surtout dans les petites localités, etc. Quand il a dit le type, c'est pas dans la forme, c'est pas dans l'architecture, etc., mais en termes de dimension. Parce que l'image que j'ai montrée, l'image choquante de tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont agréer un déséquilibre d'échelle aussi important. Ça ne peut pas être tolérable. Voilà. Alors ça, quand on avait fait ça, on s'est dit, tiens, et je remercie nos amis du département d'architecture d'Alger qui m'ont donné la chance de ramener toute cette réflexion au niveau de l'université. Ce matin, les gens qui discutaient là avec des gens qui enseignent et n'ont pas dommage qu'ils n'ont pas la possibilité d'exercer. Eh ben, heureusement que peut-être le chemin inverse existe. C'est-à-dire les gens qui sont en terrain, ils sont les bienvenus au niveau de l'université avec leurs expériences et peut-être les choses qu'ils maîtrisent. Donc, au niveau de l'école, nous sommes sur ce chemin et je citerai un exemple de la Qal'an al-Abbas. De qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'enseignement, de l'encadrement, je dirais, c'est d'aller un petit peu dans ce qui est académique, ce qui est classique, c'est-à-dire on doit l'étudiant doit connaître la typologie, doit connaître
l'évolution du lieu, enfin tout ce qui est analyse académique, etc. Et là, c'était une très grande surprise et vraiment une expérience extraordinaire parce qu'au niveau de Qal'a Nat Abbas, on a remarqué, on a trouvé, d'ailleurs le vérifié à travers les analyses qu'on a faites, que cette forme d'architecture qu'on croyait, qu'on pensait figée dans le temps, en fait, elle est évolutive. Si j'ai cité tout à l'heure le toit horizontal, etc., donc ça évolue avec le temps. Et au niveau de Qala, on s'est retrouvé avec des maisons à étages. C'est-à-dire, on commençait déjà à introduire l'étage. Il y a des exemples où l'espace animal et l'espace humain sont séparés. Donc, c'est en constante évolution et l'autre détail également aussi intéressant, ça c'est pratiquement l'année passée qu'on l'a trouvé, c'est que Qal'a, on l'a, comme malheureusement, tout ce qui est nous devait nous venir quelque part. Alors Qal'a, c'est le Hamadiyin, quand il y a une invasion vers les Espagnols et tout, ils se sont réfugiés à Qal'a. Mais non, non, s'ils se sont réfugiés, ils devaient ramener leur architecture. C'est eux qui l'avaient créée. Donc, le Qala, elle existait avant cette invasion. Pour preuve, c'est ce type d'architecture qui est purement kabyle-kabyle, c'est pas autre chose. Mais ils étaient adoptés là-bas, on les a accueillis. Ce qui fait la trace, elle est évidente. Ça, c'est pas kabyle, ça plutôt c'est Hamadid, etc. Cette histoire d'introduction d'arcades et de certains détails, etc. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on on a trouvé comment les layers se superposaient, c'est-à-dire l'ancien avec ce nouveau qui est adopté. Et là, c'est vraiment magique parce que ce qu'on avait prédit avant, les résultats auxquels nous sommes arrivés, c'est que cette architecture est évolutive à partir de, ça ne m'a pas confirmé, à partir de peut-être préhistoire jusqu'à un certain moment. Et puis là, au niveau de l'image pareille, ça y est, il y avait la cassure. Ici, c'était le moment juste après, c'était l'invasion des Français. Cet espace, cette Qal'a a subi des bombardements, etc. À partir de là, on connaît tous l'histoire. C'est-à-dire, ce modèle, ce type, devait encore évoluer si ce n'est pas cette cassure qui s'est produite. Elle s'est produite, bon, là, on peut le vérifier physiquement, mais ça s'est produit un petit peu partout en Kabylie. Pourquoi? Parce que cette maison qui, à un certain moment, à l'origine, c'était le foyer de l'équilibre, de la prospérité, de tout ce qu'on veut, à un certain moment, c'est devenu le foyer de misère, tel que le décrit Camus dans il les appelle le gourbi. La maison, c'était une gourbi. D'accord? Donc, à un certain moment, et ça, c'est très récent, c'est la période de nos parents, de nos grands-parents, c'est-à-dire durant la guerre. La Kabylie ne fournissait pas la vie, la maison devenue insupportable, c'est-à-dire en termes de confort, les gens partaient. C'est la première migration, si vous voulez. Mais, d'ailleurs, notre cas de figure, mes parents, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est une ancienne maison. Donc, il y a ce divorce qui était prononcé. Mais, aujourd'hui, il y a un retour. Les gens, et surtout, on va vérifier la période de Covid. Les gens ont besoin d'espace aéré, d'espace où respirer, etc. Et comme toujours, la montagne a été le refuge des rebelles, etc., mais c'était le refuge pour les gens qui souffraient de la ville, en quelque sorte. Euh, Revenons au village maintenant. Quand on restaure, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai choisi deux, trois exemples. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur un sujet très intéressant. Parce que maintenant, si vous croisez n'importe qui dehors, un profane, je dirais, la première des choses, c'est que les villages, on va faire des maisons d'hôtes. Et puis, des maisons d'hôtes pour qui? Tous les villages maisons d'hôtes, ça ne peut pas marcher. Donc,
dans un village, une, deux, trois maisons, donc peut-être une partie, c'est pas tout le village, cueillir où, qui et comment. Donc, on est parti un petit peu sur des thématiques comme ça différentes. Là, ces étudiantes, elles ont abordé un sujet très important qui est le cinéma. Donc, on a, comme il y a le festival de cinéma un peu Jaya qui est en train de prendre de l'ampleur, etc. Et ça, c'est une demande du site, c'est qu'on a croisé des gens du domaine, on n'arrive pas maintenant à tourner une scène ancienne dans un village kabyle. Parce que tout le paysage a été déformé. Et encore, j'ai oublié de citer au passage cette histoire du village le plus propre en Kabylie. Ça ne devait pas exister. Ça, c'est une autre forme de folklorisation. C'est pas ça, c'est pas de cette manière qu'on présente. Et en regardant les gens qui sont derrière, on peut comprendre tout ça. Dans la commission, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'urbaniste, il n'y a pas de designer. C'est les gens de comment? Voilà, les services de l'hygiène qui décident, parce qu'il y a des tri sélectifs et puis on peint les murs, etc. Dernièrement, on a fait une petite visite dans un village qui, dans cette année, a eu le deuxième prix, je pense. Et bien sûr, c'est la même image qui revient. Les sentiers qui sont cimentés, etc. Et puis les images de, je ne sais pas, d'une jarre. On peint une jarre sur un mur. C'est pas possible. C'est quoi ça, peindre un mur qui était... Et par hasard, on tombe sur un bout de mur qui était crippé à l'ancienne. Ah, on a bien, tiens, il y a des gens qui... quand on a interpellé les gens, avec on ne pouvait pas le peindre, on ne pouvait pas dessiner, donc on a fait ça. Donc vous voyez, c'est dommage, c'est vraiment dommage, et c'est sur ça qu'on devait intervenir. Comme dans une autre situation, où quelqu'un pense, et des gens qui reviennent maintenant à s'installer dans les lieux, et puis il y a donc on peut s'imaginer, nous sommes en Kabylie avec toutes les maisons qui sont à petite échelle, etc. Et le gars qui a son espace, enfin son jardin, un petit peu en surélévation, disons 1 mètre, quelque chose comme ça, tout en long, sur une dizaine de mètres. Et puis le mur, il le crépit, il le met dessus de la faïence, je dis bien de la faïence, en forme de pierre. En forme de pierre. Donc, pour préserver son intimité, il surmonte cela aussi avec une sorte de grillage avec des plantes artificielles. Je vous laisse, je ne vais rien dire, je vous laisse réfléchir à la situation parce que c'est là où ça se voit que nous sommes à la recherche de quelque chose. Que malheureusement, on n'a pas cette force de la trouver chez nous, mais on doit aller la chercher ailleurs. Je ramène de la faïence qui ressemble à la pierre alors que j'avais la pierre naturelle. Je vais revenir à la pierre, mais je reviens à la pierre d'une autre manière. J'avais une haie comme ça, où les plantes naturelles montaient dessus, mais je dois la remplacer avec des plantes artificielles. Donc le problème est profond, il est au niveau des réflexions, et c'est sur ça qu'on doit travailler. Bon, je passe rapidement ça pour montrer à peu près l'approche et le résultat, ça donne des choses comme ça. Le résultat, tiens, ce qu'on fait à l'université, il y a le terme de rêve qui revenait dans pratiquement toutes les interventions. Bien sûr, envie de rêve. Architecture is the threshold between dream and reality. Ça, Richard England qui le dit. C'est pas moi. En fait, et c'est la meilleure définition que j'ai trouvée dans ma vie de l'architecture. L'architecture, en fait, c'est le seuil entre le rêve et la réalité. C'est là où une architecte peut gribouiller des choses, donc en plongeant un petit peu dans tout cela. Et les résultats qu'on essaye de faire en termes de projection, c'est de nous inscrire également dans notre temps. C'est-à-dire, on parle de préservation, la restauration, alors ces règles, on ne va pas les toucher. C'est restaurer ce qui existait en temps. Mais en tant que projection, on se projette dans le contemporain. C'est-à-dire, ce qu'on décide, on leur permet aux étudiants de rêver, bien sûr, on ne peut pas reproduire la maison telle qu'elle était, et c'est dans des résultats un petit peu comme ça. Des fois, on est tenté par des petites solutions. Par exemple, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de toiture en pente. Ça, on le fait exprès, juste pour leur dire que ce n'est pas le fait de reprendre l'architecture, enfin la toiture en pente, ou la reprendre la pierre pour dire que
l'architecture de la Kabylie en conclusion, c'est une architecture de concept. C'est-à-dire on doit aller chercher le concept et le réinterpréter. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est valable dans tous les types et les styles. D'accord. Et quand on fait ça, également, c'est pour provoquer un petit peu des échanges, comme je disais tout à l'heure, des discussions. Ça, c'est un projet des étudiants que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça nous ramène un petit peu à la toute première image qu'on a vue, l'histoire des allées couvertes. D'ailleurs, on l'a appelé l'allée de la découverte, donc à l'intérieur, et c'est dans la même localité, le même village. Donc, pour vous dire qu'il y a toujours un petit lien, un petit rappel de concept, etc. Et bien sûr, je suis convaincu que ce n'est pas la fin. Et sur ce, je termine, je vous en remercie. Merci. Merci. Un collègue il m'a posé une question intéressante pour les actions à mener au niveau de petites localités comme ça. Je vous assure et je vous rassure que en termes de moyens, c'est-à-dire l'argent, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Mais le problème qui se pose, c'est les mécanismes. Comment? Nous sommes en contact avec maintenant, c'était la CNL, maintenant c'est la Banque de l'Habitat. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez que le mécanisme existe. L'aide au logement rural, elle existe. C'est un don, c'est pas une aide, c'est un don. Ils donnent de l'argent, je ne sais pas, 700 000 dinars, 100 000, 1 million de dinars, je ne sais pas. Ils donnent. Et c'est subordonné, c'est-à-dire c'est maîtrisable, c'est subordonné au terrain, c'est-à-dire il faut justifier le terrain. Et en Kabylie ou là dans la Roche, c'est un certificat de possession. Hein. Et il faut que les plans soient certifiés par les architectes, c'est nous. C'est entre nos mains. C'est un problème qui se pose. Tout à l'heure, on avait parlé de règlement, de permis de construire. C'est le même permis de construire, lesquels fait archer, lesquels, c'est l'histoire de 2 mètres, R+2, etc. Chose, un petit réglage. Si on arrive, nous, en tant qu'institution d'architectes, à rentrer dans ça, à proposer un cahier des charges, maintenant, chez le baladien. Il y a un texte dans ce sens. Dernièrement. Mais pour vous dire que c'est faisable. Mais on peut le régler entre les 3 parties. Avec la banque du logement, écoutez, vous allez octroyer un don. Vous imposez ce règlement. C'est un règlement. Vous avez un touche matériel. Comment? En qualité de quoi vous allez le faire? Pour cette la il y a la CNL, il y a la collectivité locale et vous. C'est une en tant qu'architecte. Non, معليش. إلا شوف هذا إلا créé أجل l'exploitation. Il suffit maintenant, il faut mettre des institutions, il faut mettre les institutions. Il vous écoute entendre tout l'ordre des architectes. Oui, je parle ça quand je dis architecte. C'est pour éclaircir. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? La nouveauté dans ce texte, c'est quoi? C'est préparer et guide. On va faire 5 sites dans la Kabylie. Donc, c'est pour préparer le guide de ce cahier de recommandations architecturales spéciales. Comment on doit le faire, comment on va le faire. Avec et comment l'imposer. Justement, quel est le COEP? Le COEP, c'est le comité d'architecture. C'est lui le meneur de cette attaque. Non, c'est un texte. Si on ne respecte pas les textes, il faut qu'on travaille. Ce qui m'intéresse, des gens qui sont sur les droits, c'est pour ça qu'il faut collaborer. Mais moi, je dis, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Et c'est faisable. Et en plus, on le voit. C'est pas des actions comme ça au début. Sinon, c'est la démocratie. un problème de gouvernance. Mais allez, je ne rentre pas dans ça. Vous savez, si on suit ça, on va rien faire. Non, on va les faire.